C'est intéressant parce que avant on parlait des rois du luxe dans lequel ils vivaient, mais nous on vit mieux que les rois de l'époque. C'est intéressant, hein? Ici on a une vie bien mieux que Louis XIV et tous les grands empereurs qui ont vécu avant nous. Pourquoi? À cause de l'énergie. À l'époque, ils avaient des gens qui les ventilaient l'été. Eh oui, il n'y avait pas de... Quand vous regardez comment ça s'est passé dans le monde, au départ, il n'y avait que l'énergie de l'homme. Les faibles, ils mouraient tout de suite. Hier, avant-hier plutôt, il y a 3 jours, je ne sais plus, mardi, j'ai eu un malaise, quelque chose n'était pas bien, c'est mon âge, je ne sais pas, c'est quelque chose. Je ne pouvais plus marcher presque. Heureusement, j'avais une voiture, 170 chevaux dedans, j'ai pu rentrer chez moi. Moi, je n'avais même pas un centième de cheval possible. Grâce à la voiture, j'ai pu rentrer. À l'époque, on n'avait que la force humaine pour faire les choses, et les faibles ne pouvaient pas travailler, ils mouraient d'ailleurs rapidement. Et petit à petit, on a utilisé l'animal, qui a apporté sa force animale. Puis après, on a inventé des nouvelles choses. On a utilisé les rivières, faire tourner des moulins à eau, des moulins à vent. Puis on a inventé la vapeur, la machine à vapeur, l'essence, etc., les moteurs à combustion. Et au fur et à mesure, notre niveau de vie a augmenté avec le niveau d'énergie disponible. Plus on a d'énergie, plus notre vie devient confortable. C'est une conséquence, c'est ce qu'on a vu depuis toujours, hein. Et on a trouvé des nouvelles technologies. On a le nucléaire maintenant, c'est la technologie la plus sophistiquée qui soit. Et pourtant, cette énergie n'est pas distribuée équitablement dans le monde, hein. Il y a des pays qui ont beaucoup de pétrole, ils ne savent même pas quoi en faire tellement ils en ont. Il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui ont des moyens technologiques, d'autres qui ne les ont pas. Et s'il existait une source d'énergie qui puisse aider l'ensemble de la planète. Alors, il s'est passé quelque chose le 23 mars 1989. Pour les personnes un peu plus âgées ici qui sont dans la salle, qui étaient suffisamment adultes, il y a eu une grande annonce qui a été faite à l'université de l'Utah aux États-Unis, où 2 chimistes, électrochimistes, un Américain et un Britannique, Martin Fleischmann et Stanley Pons, ont annoncé qu'ils avaient réussi à faire une réaction nucléaire dans un tube à essai. Alors, il faut d'abord que je vous explique un petit peu ce que c'est le nucléaire. Vous connaissez tous le tableau périodique maintenant, donc je sais qu'il n'y a plus de problème là-dessus. Mais je vais vous dire un petit peu. Vous savez qu'on a des réacteurs nucléaires dans le monde entier. En France, on en a un 58. Dans le monde entier, on en a à peu près 400. Ils fonctionnent tous sur le même principe qui s'appelle la fission. Alors la fission, c'est un gros noyau, le noyau d'uranium. Il s'appelle le numéro 92, mais bon, c'est pas grave. Vous le cassez en 2. Et là, extraordinaire, la masse des 2 morceaux est plus petite que la masse de départ. Ce qui est extraordinaire, parce que normalement, on ne devrait rien perdre. Mais il y a une différence de masse. Et cette différence de masse, c'est grâce à la théorie d'Einstein qu'on comprend, c'est que la masse peut se transformer en énergie. Il y a une équation que vous connaissez tous, j'en suis sûr, c'est E égale mc carré. Hein, E, c'est l'énergie, M, c'est la masse, ou la perte de masse, et C, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Donc si vous l'élevez au carré, ça fait beaucoup de zéros. Hein. Donc c'est énorme. C'est pour ça que l'énergie nucléaire est si importante pour certaines personnes. C'est qu'avec un petit peu d'uranium, vous faites beaucoup d'énergie. Vous n'avez pas besoin de wagons de charbon ni de pétroliers. Avec un petit peu d'uranium, vous y arrivez. Ça, c'est ce qu'on appelle la fission. Ça existe depuis, ça a été découvert en 1938, ça a été développé, on en a fait une bombe atomique en premier, on a fait des réacteurs nucléaires ensuite. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la fusion. La fusion, c'est le processus inverse. Vous prenez 2 noyaux légers de l'hydrogène, vous les collez l'un contre l'autre, et à ce moment-là, vous fabriquez de l'hélium, qui est un gaz, et l'énergie, la masse de l'hélium est plus petite que les 2 morceaux d'hydrogène. C'est l'inverse, mais là aussi vous avez perdu la masse, qui se traduit aussi en énergie. Le problème avec la fusion, c'est que les noyaux, vous avez tous appris ça, que le noyau est positif, les électrons sont négatifs, donc vous oubliez les électrons. Hein. Les 2 noyaux étant positifs, ils ont tendance à se repousser comme les aimants. Hein. Vous avez joué tous avec des aimants, vous savez ce que c'est. Quand on essaie de coller, on n'y arrive pas, tellement c'est fort, hein, quand c'est très près. Alors pour y arriver, il y a quelqu'un qui a trouvé une solution, c'est le bon Dieu, ou son remplaçant, enfin je sais pas, il a sous-traité peut-être. Et lui, oui, on sous-traite beaucoup en ce moment. Donc il a sous-traité peut-être à quelqu'un, et lui, il a trouvé la solution dans les étoiles, comme le Soleil. La pression qu'il y a au centre du Soleil et la température est tellement élevée que les noyaux d'hydrogène arrivent à s'approcher suffisamment près pour fusionner.
Le centre du Soleil, du moins c'est la théorie qui le dit, les modèles, est à 15 millions de degrés. Vous imaginez 15 millions de degrés. Là, c'est 20 degrés la pièce. Donc 15 millions, on est tous morts depuis longtemps. Donc au centre du Soleil, il y a des pressions gigantesques et une température très élevée. Ça, c'est la fusion thermonucléaire qui se passe dans le Soleil. On a réussi à le faire sur Terre, il n'y a pas de problème. Ça a été fait dans les début des années 50, ça s'appelle la bombe H, la bombe à hydrogène. Où là, pour arriver à ces températures, on a utilisé une astuce, on a pris une première bombe atomique, c'est le pétard de début, qui comprime l'hydrogène et qui fait exploser l'ensemble. Ça a été magnifique, ça fait des beaux champignons et beaucoup de radioactivité, de choses comme ça, mais ça marche. Seulement, c'est pas du tout contrôlable. Donc, ça fait une explosion et c'est tout. Ce qu'on voudrait, c'est le contrôler. C'est pour ça que près d'ici, à Cadarache, il y a un projet qui s'appelle le projet ITER, qui est en construction, pour essayer de contrôler ce mécanisme. Et comme là, on n'a pas la pression du Soleil, on n'a pas la pression d'une bombe atomique avant, on est obligé de monter à 150 millions de degrés. Et 150 millions de degrés, c'est quand même assez chaud, et donc les parois en acier qu'on peut avoir, il n'y a aucune paroi qui tient le coup à 150 millions de degrés, c'est impossible. Donc on essaie de confiner avec des champs magnétiques, etc., mais c'est très difficile. Ces deux inventeurs, ils ont eu l'idée au lieu d'essayer de confiner dans des énormes machines gigantesques, des cathédrales, c'est pire qu'une cathédrale en fait, ils ont eu l'idée d'introduire d'une manière douce de l'hydrogène à l'intérieur d'un matériau qui aime l'hydrogène. Et le palladium adore l'hydrogène, c'est vraiment un truc, une affinité très grande. Vous savez, il y a des affinités entre les gens, côté chimique un peu des fois avec les gens, du premier coup d'œil, vous tombez amoureux. Là c'est pareil, l'hydrogène rentre dans le palladium tout seul pratiquement. Et quand on a mis un peu plus, en forçant un petit peu, on arrive à les coincer entre les atomes de palladium et ils commencent à fusionner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais évidemment, les théoristes, quand ils ont annoncé par une conférence de presse à l'université de l'Utah ce qu'ils avaient obtenu, tous les théoriciens du monde entier ont dit c'est pas possible, il vous faut 150 millions de degrés. Vous n'avez pas 150 millions de degrés, vous êtes à la température ambiante, c'est pas possible. Des expérimentateurs ont fait des expériences qui ont raté, qui ont réussi, qui ont raté. Et rapidement, le sujet a été balayé de la science officielle et c'est devenu quasiment interdit d'y travailler, aussi bien en France que dans de nombreux pays. Néanmoins, les gens continuent à travailler et ça date de 26 ans maintenant. Il y a eu une conférence à Padoue il y a quelques semaines sur la fusion froide, où il y avait 480 personnes qui étaient là pour cette conférence quand même. C'était la plus grande conférence qu'on ait jamais eue. Et on a commencé à approcher maintenant non seulement à l'explication théorique, explication du phénomène, on a montré que scientifiquement, on avait vraiment réussi à trouver de la chaleur, on a montré qu'on arrivait à trouver de l'hélium, ce qui veut dire qu'on a montré que l'hydrogène pouvait se transformer en hélium, il y a quelque chose qui produisait de l'hélium qui n'était pas là avant, et en même temps, on est en train de passer à un stade presque industriel, parce que les watts, les kilowatts, il faut des kilowatts et des kilowatts. Enfin, une maison, c'est à peu près 1 kilowatt qu'il faudrait en permanence pour la faire fonctionner. Donc, c'est pas avec une petite pile que ça y arrivera. Donc, maintenant, on a commencé à fabriquer des instruments, des appareils qui commencent à fabriquer des kilowatts. On en est encore au stade des prototypes, mais ça avance assez rapidement. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a très peu de gens qui travaillent dessus parce que le sujet est quasiment interdit. Le CNRS, le CEA ne veulent pas qu'on travaille dessus. Donc, si vous voulez travailler sans le CNRS et le CEA, je ne sais pas comment on peut faire. Sauf si vous êtes très riche, vous avez une grand-mère riche, quelqu'un de riche dans votre famille qui vous aide bien. Mais bon, c'est très difficile. Mais petit à petit, le sujet avance et les prototypes commencent à sortir de réacteurs nucléaires de fusion froide qui ne produisent ni radioactivité, ni déchets nucléaires. Ils produisent que de l'hélium. L'hélium, vous savez, c'est ce qu'on met dans les ballons qui s'envolent, donc c'est pas méchant. Si vous le avalez un peu, ça fait une voix de canard, c'est à peu près tout ce que ça peut faire. Donc c'est pas du tout dangereux. Et ça en produit très peu, de toute façon, parce que c'est au niveau nucléaire. Donc les énergies sont énormes. Avec un tout petit peu, avec 1 gramme, une expérience récente, avec 1 gramme de nickel, 1 gramme, c'est pas beaucoup, c'est même pas un morceau de sucre, je ne sais pas combien pèse un morceau de sucre, j'en sais rien, mais c'est moins que ça. Vous devez le savoir, ceux qui font la cuisine. Ouais, je ne sais pas trop. Et en tous les cas, avec 1 gramme de nickel, pendant 32 jours, ils ont sorti 3 kilowatts de chaleur. Je veux dire, bon, ça va. On pourra faire marcher la voiture Tesla avec un générateur de fusion froide bientôt. Et 1 gramme, mais c'est rien, quoi. 1 gramme, c'est rien du tout. Donc, on est en train d'arriver à un monde qui va réussir une solution qui va changer complètement la donne dans le monde. Un peu comme il s'est passé avec Internet, que personne n'a vu venir d'ailleurs. Je suis désolé, mais personne n'a vu que l'Internet allait arriver. Même les gens de science-fiction n'ont pas imaginé une chose pareille. Et la fusion froide, c'est un peu ce qui se passe. Ça se passe, mais personne n'est au courant.
En fait, si vous allez sur Internet, vous êtes au courant. Mais on n'en parle jamais, et pourtant ça marche. Les industriels sont intéressés, les gens du capital risque sont intéressés. Tout à l'heure, j'ai regardé un message, c'était un gars du capital risque qui voulait me contacter justement pour travailler là-dessus, parce que les gens savent que ça va sortir bientôt, ils ne veulent pas rater le coche quand ça va sortir. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ça sort? On pourra faire des réacteurs de petite dimension, de moyenne dimension, de grande dimension. On pourra avoir des unités qui fonctionnent dans une maison, dans un village en Afrique, dans un immeuble, dans une usine. Dans les années qui viennent, il va y avoir un changement énorme de paradigme sur l'énergie qui va changer complètement la face du monde. Vous savez, le monde fonctionne par cycles et le cycle sont souvent inspirés par les technologies nouvelles. Et ce nouveau cycle va changer complètement la donne. Et j'espère qu'avec ce cycle-là, enfin c'est mon espoir, moi je suis un pacifiste de premier rang, hein. Quand il y avait les débats, on parle du 8 mai, tout ça, mais moi je valorise plutôt les Gandhi et autres qui ont réussi à faire des révolutions sans tuer personne. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ces gens-là qui veulent apporter la paix sur la Terre. Et une des sources, on en a parlé tout à l'heure, c'est les guerres pour avoir l'énergie. Et peut-être que cette nouvelle technologie permettra d'amener dans le monde un peu plus de paix en aidant ces pays qui n'ont pas de ressources énergétiques à avoir des ressources. En Afrique, ils ont le téléphone portable, ils n'ont pas de téléphone filaire, parce qu'ils ont sauté l'étape. Et nous, ben oui, ils n'ont pas de téléphone avec fil, c'est trop compliqué à mettre des fils. Alors, et nous, on a attendu plus longtemps pour l'avoir, le téléphone portable. Eh bien, cette nouvelle révolution va permettre de changer complètement la face du monde, et je l'espère d'être une petite pierre dans l'établissement de la paix sur la Terre. C'est mon rêve le meilleur. Merci.